Donc après avoir exploré un de ces premiers bords de l'intégration du pouvoir exécutif en démocratie, intégration donc problématique, on l'a vu à travers cette modalité de consécration par l'élection, je voudrais aborder maintenant une deuxième dimension, c'est celle de la mise à part de la démocratie, de la sphère de l'exécutif, à partir d'une considération de l'exception. Le règne de la loi présuppose l'existence d'un monde stable et prévisible, dans lequel les normes édictées sont toujours adaptées pour encadrer et gouverner tant la conduite des hommes que leur activité. Mais la réalité ne présente évidemment jamais ce caractère lisse et répétitif. Elle est au contraire marquée en permanence par l'irruption de l'inattendu et la manifestation de la particularité. Même si toute l'expérience du XIXe siècle a tout de même été une expérience et une histoire constitutionnelle et politique qui s'est déroulée dans le cadre général d'un siècle de paix, c'est un élément fondamental à rappeler. Mais ce fait qu'il n'y a jamais de politique lisse et répétitive donne évidemment son espace propre et nécessaire au pouvoir exécutif. Nécessité, on l'a vu, longtemps discutée en son principe, mais nécessité qui s'impose avec une pleine évidence lorsque la particularité se radicalise sous les espèces de l'exception et lorsque les rythmes de la vie publique sont suspendus par l'irruption de circonstances extraordinaires. On peut dire qu'il y a alors une forme de brutalisation de la réalité qui condense celle-ci au sens chimique du terme et qui rend vitale une réaction circonstanciée et immédiate. Par exemple, lorsqu'éclate un conflit armé ou surgit une catastrophe. Le pouvoir exécutif s'impose dans ce cas dans sa suprématie, tandis que sont mises à l'écart les règles ordinaires. La décision, pour le dire en un mot, s'oppose alors à la norme. Une sorte de vérité exacerbée et incandescente du pouvoir exécutif se livre ainsi dans cette radicalisation. Une vérité nue qui n'a cessé de fasciner, jusqu'à susciter la tentation d'en faire un mode permanent d'exercice du pouvoir. C'est ainsi sur ce deuxième mode limite que s'est pensé affirmer le pouvoir exécutif au XXe siècle, en prenant structurellement là ses distances avec les principes démocratiques donc. Pour bien prendre la mesure de cette tentation historique, il faut soigneusement distinguer deux conceptions du gouvernement d'exception. Une conception constitutionnelle et une conception essentialiste. La première conception constitutionnelle a cherché à donner un cadre légal à l'extraordinaire, tandis que la seconde a entendu faire de cet extraordinaire la normalité souhaitable d'un pouvoir exécutif accompli, compris comme l'incarnation d'un décisionnisme radical. Prenons comme premier exemple, puisqu'il servira pendant longtemps de référence, comme conception constitutionnelle de l'exception, l'exemple romain. Nul n'est à l'abri de l'irruption de circonstances exceptionnelles. Le problème est que celles-ci peuvent faire vaciller un régime, le réduire à l'impuissance, autant qu'entraîner à l'inverse une extension illimitée des pouvoirs et conduire à la suspension des droits et des libertés des citoyens. Pour conjurer cette seconde menace, il n'y a qu'une voie, donner un cadre organisé à la gestion d'un état d'urgence. Et c'est ce qu'ont voulu faire très tôt les Romains en intégrant dans les institutions régulières de l'État la possibilité de recourir à une magistrature spécialisée, la dictature, lorsqu'il fallait faire face à la gestion d'un problème inédit qui imposait de s'affranchir des règles existantes. Dans sa forme initiale, le recours à la dictature a été utilisé pendant 3 siècles dans la République romaine, de 501 avant notre ère à 202, la fin de la Deuxième Guerre punique. Et cette dictature présentait 5 caractéristiques. Je les rappelle, mais pour un esprit du XVIIIe siècle, ces caractéristiques étaient très présentes. Rousseau, Montesquieu, tous les grands auteurs connaissaient par cœur cette histoire de la dictature romaine. Première caractéristique,
la dictature ne pouvait être mise en œuvre que si les circonstances l'exigeaient, c'est-à-dire s'il s'avérait que le droit commun n'était plus adapté à la gestion d'une situation donnée. Circonstances qui relevaient de deux grandes catégories. Les cas de guerre, les plus nombreux, ou de troubles civils, c'est-à-dire en cas de mise en jeu du salut public d'abord. À côté de ce premier type de dictature, les plus notables, qualifiées de générales, étaient aussi mises en place celles d'un type plus fonctionnel, qui était lié à la nécessité de répondre à un vide juridique ou une situation imprévue dans le fonctionnement de la cité, autant qu'à l'absence de magistrats compétents pour accomplir certaines tâches. Il pouvait par exemple s'agir de déterminer la présidence de comices, assemblée du peuple, de régler l'accomplissement de certaines cérémonies religieuses. Par exemple, il y a de nombreux cas, pour planter ce qu'on appelait le clou prophylactique, qui était censé enrayer les épidémies. Ou bien de régler l'accomplissement de certaines cérémonies religieuses, d'autres sortes, voire de procéder à un recrutement exceptionnel de sénateurs. Le fait capital, c'est que c'était au pouvoir régulier de l'État, le Sénat principalement, mais ça pouvait être aussi parfois certains corps de magistrats, et en cas exceptionnel le peuple, c'est à eux, ces pouvoirs réguliers, qu'il appartenait d'apprécier le caractère de nécessité impliqué par ces circonstances. Deuxième caractéristique de la dictature romaine classique, une stricte distinction était observée entre les pouvoirs qui appelaient à la formation d'une dictature et ceux qui étaient chargés de désigner le dictateur. En d'autres termes, nulle instance ne pouvait donc invoquer des circonstances exceptionnelles pour se doter de pouvoirs spéciaux. Le dictateur était ainsi nommé par les consuls et il n'était pas prévu qu'il puisse être élu par le peuple. Fait décisif, la nomination du dictateur obéissait à un rituel très précis, inscrit dans des formes religieuses et procédurales très strictes. Il devait par exemple toujours avoir lieu au lever du jour, se tenir à Rome, après qu'aient été pris les augures. Rituel qui visait à l'établir solennellement dans sa fonction en le détachant donc de sa personnalité. Troisième caractéristique, alors que beaucoup d'institutions étaient collégiales dans la Rome républicaine, avec la dimension délibérative et donc éventuellement conflictuelle que cela impliquait, le dictateur était par définition unique. Il devait en effet réaliser dans la plupart des cas une unité de commandement et pouvoir prendre des décisions immédiates. Il était aussi toujours le commandant en chef, dans les cas de conflits extérieurs, bien sûr. Toujours nommé, quatrième point, toujours nommé pour effectuer une tâche précise, le terme du mandat du dictateur était limité à la réalisation de cette tâche. Et il ne pouvait en outre, en aucun cas, même si la période était plus petite, prolonger son action au-delà de la date de fin de mandat du magistrat qu'il avait formellement nommé. Les magistratures étant généralement, je le rappelle, renouvelées annuellement à Rome. Et une durée maximale de 6 mois fut même introduite, une date d'ailleurs qu'on ne connaît pas précisément, pour fixer une borne, dans tous les cas automatique à son action. Le cinquième point, la dictature était sous ses 4 premiers aspects très précisément encadrée, mais les compétences du dictateur étaient en revanche extrêmement larges, même si, chose importante, il ne se substituait pas aux magistratures existantes. Ces magistratures existantes continuaient à assurer le fonctionnement quotidien de l'État. Il ne faisait le dictateur qu'en chapeauter et en unifier le fonctionnement pour les tâches qu'il avait à accomplir. Il disposait cependant bien de pouvoirs exorbitants, puisqu'il avait un pouvoir d'action et de coercition mis à l'abri de tout droit d'appel du peuple, ce qu'on appelait à Rome la provocatio. Mais tout en ayant ces pouvoirs, il ne pouvait prendre aucune mesure d'ordre général destinée à durer. Il était ainsi impossible pour un dictateur d'édicter des dispositions législatives ou constitutionnelles. Vous voyez la différence avec, dans des régimes autoritaires contemporains, de changer la règle par celui qui est dans l'état d'exception. Et l'étymologie du mot dictator est d'ailleurs ici essentielle. Les sources anciennes ont proposé 2 interprétations de cette étymologie. Pour la première, dictator signifie celui qui est nommé par le Conseil. Is qui dictus est.
Cette étymologie est donnée par Cicéron, qui note dans La République « dictator appellatur, quia dicitur ». La seconde étymologie, suggérée par Delille d'Halicarnasse, met l'accent sur la signification active de la terminaison tor. Elle est rapportée à discere ou à edicere, exprimant le commandement. Le dictateur est dans ce cas celui qui a le pouvoir absolu de faire des edicta, c'est-à-dire d'ordonner et de régler comme il l'entend, ce qui lui paraît nécessaire pour le salut du pays. Mais des recherches approfondies ont montré que c'était dans une troisième direction qu'il fallait s'engager pour comprendre l'étymologie du terme dictator. Ni d'ordre procédural, comme la première, ni d'ordre substantiel, comme la seconde. Dictator viendrait tout simplement de dictare. Le propre du dictateur étant qu'on obéissait à sa parole, aux ordres qu'il dictait ainsi, pour bien marquer que ce n'était pas par des lois écrites qu'il réglait la marche des choses. Appréhension fonctionnelle, donc, de la spécificité de son type de commandement par rapport à celui des autres magistrats, tout simplement rapporté à un usage populaire et familier du mot dictare qui renvoyait à la pratique des maîtres d'école. Et Mommsen résumera, le grand historien du droit public romain, résumera la situation de dictature en parlant d'une, je le cite, résurrection provisoire de la monarchie. Et on employait d'ailleurs significativement le terme d'abdication pour qualifier le terme de la mission du dictateur. Mais cette fonction extraordinaire était en même temps banalisée aux yeux du pays d'une certaine façon. Nommé dans un contexte qui était le plus souvent celui d'une guerre, le dictateur apparaissait en effet comme une sorte de général en chef, figure qui était familière pour de nombreux Romains citoyens soldats. Pendant cette période primitive, la gestion des circonstances exceptionnelles s'était de la sorte, à Rome, trouvée intégrée avec ses spécificités dans le fonctionnement des institutions. L'ordre juridique républicain n'était de la sorte ni aboli ni suspendu par la déclaration d'état d'urgence qui établissait la dictature. La flexibilité de la constitution romaine de cette époque permettait ainsi de gérer avec efficacité l'extraordinaire sans que soient remises en cause les institutions ordinaires. La preuve de cette capacité s'est traduite matériellement par le fait que 76 dictatures aient été déclarées en 3 siècles, dont seulement 6 cas d'ailleurs de sédition interne, chacune d'entre elles ayant été mise en place et suspendue dans les conditions prévues. Machiavel et Rousseau, qui seront les 2 auteurs modernes qui commenteront le plus la dictature romaine, la regarderont pour cela comme une institution positive. Machiavel parlera de la dictature à Rome comme d'une particularité, je le cite, qui mérite vraiment d'être remarquée et mise au nombre de celles qui contribuèrent le plus à la grandeur de Rome, ajoutant qu'elle produisit toujours les plus grands biens. C'est dans le discours sur la première décade de Tite-Live, dans le chapitre 34, qu'il a ses développements sur les dictatures. Et Machiavel appellera toutes les républiques à se doter d'une institution de cette sorte, seule à même pour lui de permettre de gérer les crises les plus redoutables sans que la Constitution soit en danger, et les crises, à son époque, il les connaissait. Quand une pareille institution manque dans une république, disait Machiavel, il faut, en suivant les règles ordinaires, voir la Constitution périr ou bien s'en écarter pour la sauver. Et Machiavel suggérait là de façon intéressante que la dictature présentait l'originalité d'instaurer un pouvoir simultanément très étendu et très encadré. Et Machiavel insistera longuement sur les 5 caractéristiques que je viens de mentionner. Pouvoir renfermer de la sorte autant qu'il est possible de le faire dans sa fonctionnalité. Le maintien de la liberté dans l'efficacité était lié pour lui à cet alliage de force et de limitation. Faute d'avoir la possibilité de recourir à un dictateur au pouvoir ainsi défini, les républiques étaient à ses yeux menacées de succomber à un despote du même coup incontrôlé. Machiavel insistait aussi, c'est essentiel, sur l'importance du fait que le dictateur ne soit pas élu, ce qui l'empêchait du même coup de se revendiquer d'une légitimité souveraine, et non plus seulement d'une légitimité fonctionnelle.
Rousseau, de son côté, a consacré un chapitre entier du contrat social, livre 4, chapitre 6, à la dictature romaine, restant très proche d'ailleurs des appréciations de Machiavel. Et l'apôtre du règne des lois y reconnaissait d'abord que l'empire de celle-ci pouvait se heurter au fait de circonstances exceptionnelles, dans des cas rares et manifestes, disait-il. L'inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut en certains cas les rendre pernicieuses et causer par elles la perte de l'État dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter 1000 cas auxquels le législateur n'a point prévu, et c'est une prévoyance très nécessaire de sentir qu'on ne peut tout prévoir. Il ne faut donc pas, poursuivait-il, vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à s'ôter le pouvoir d'en suspendre les faits. Et Rousseau avançait à partir de là 2 arguments pour justifier la dictature, en soulignant d'abord qu'elle était avec évidence appelée par la volonté générale, parce que la première intention du peuple est que l'État ne périsse point. Mais la sûreté publique étant en effet la première volonté de la collectivité, se survivre aux difficultés. Mais en montrant ensuite qu'elle n'altérait pas les lois, parce que, disait-il justement, le dictateur n'a pas la possibilité d'en édicter de nouvelles, mais aussi parce que l'état d'urgence correspond en son essence d'abord au fait d'augmenter l'activité du gouvernement. Donc l'état d'urgence appartient non pas à la souveraineté, mais bien au gouvernement. Ce n'est donc pas, concluait-il, l'autorité des lois qu'on altère, mais seulement la forme de leur administration. Et comme Bodin, il voyait simultanément dans la dictature un simple pouvoir de commission. Il exprimait donc pour lui une sorte de vérité limite de l'exécutif, celle d'une puissance à la fois impérieuse mais strictement contenue. Avec Sylla, puis surtout César, on le sait, la dictature changera de sens à Rome et perdra son caractère républicain. La dictature cessera d'abord d'être encadrée par les 5 règles initiales que nous avons mentionnées. Le dictateur s'érigeant notamment en législateur, mais surtout du fait de la forte dimension plébiscitaire du césarisme. Je n'ai pas traité ici des caractéristiques de cette nouvelle dictature, mais il faut simplement souligner que c'est à cette occasion que le mot dictature va changer de sens et que cette dictature positive analysée par Machiavel et Rousseau fera que la dictature deviendra le synonyme d'un régime despotique et d'expression. Voyons voir maintenant comment, dans la période directement moderne, a été envisagée cette conception de la constitutionnalisation de l'exception. Le légicentrisme libéral-démocratique moderne, fondé sur le rejet de l'arbitraire personnel et la suspicion principielle de l'exécutif, s'est trouvé structurellement gêné pour penser juridiquement à la question de l'exception. Évoquant dans l'Angleterre des années 1670 la notion de loi martiale, au moment de la Révolution anglaise, Sir Matthew Hale, l'un des plus grands juristes de son époque, notait ainsi « En vérité, en réalité, ce n'est pas ce qu'on appelle une loi, c'est une nécessité pratique d'action gouvernementale, une nécessité de maintien de l'ordre. » C'était une façon de minimiser et de marginaliser la nature de la question. Et Locke fera alors relativement exception en tentant de formuler dans son second traité du gouvernement civil, à la sortie de la guerre justement, 1689, une théorie de la prérogative qui sera définie comme le pouvoir d'agir à discrétion et pour le bien public en dehors des prescriptions de la loi, et parfois même contre la loi. Face au conflit de la légalité et de la nécessité, Locke tranchait franchement en faveur de la seconde. Mais son argumentation reposait sur 2 éléments qui ont rendu peu audible son propos pour les modernes. Locke a d'abord été un des seuls philosophes politiques à avoir valorisé le pouvoir exécutif, en soulignant les limites du législatif. Et Locke s'est situé là aux antipodes de Rousseau. Pour lui, il y avait d'abord des limites formelles, qui tenaient au fait que les législateurs ne sont pas capables de prévoir tout ce qui peut être utile à la communauté. Limites fonctionnelles aussi, qui appellent d'une autre façon une autonomie de l'exécutif.
Si les lois sont faites en une seule fois, disait-il, et si leur élaboration ne demande qu'un temps assez court, elles restent toutefois et constamment, durablement en vigueur. Elles ont donc besoin qu'on les exécute et qu'on les assiste de façon perpétuelle. Par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir qui soit toujours en exercice et qui veille à l'exécution des lois. C'était une sorte de défense de l'exécutif très nouvelle. L'exécutif n'était pas simplement le bras armé de la loi, mais l'exécutif étant la fonction perpétuelle d'assistance. Il y avait aussi pour lui des limites démocratiques à la loi, qui exigeaient de faire de l'exécutif un pouvoir autonome, afin de protéger les citoyens par une organisation de la division des différents pouvoirs. Il écrivait « Ce serait tenter la fragilité humaine qui est prompte à l'ambition que de confier le pouvoir de faire exécuter les lois à ceux-là même qui détiennent le pouvoir de les faire, car ils pourraient par là s'exempter de l'obéissance aux lois qu'ils font eux-mêmes. » Locke a donc d'une triple façon, à la fois fonctionnelle, démocratique et puis formelle, formulé les limites du pouvoir législatif et la nécessité de l'exécutif. Mais le propre de Locke est qu'au fin de compte, il retrouvera des accents médiévaux pour justifier que la poursuite du bien public puisse être confiée au seul souverain dans les circonstances extraordinaires. Si l'action du souverain est limitée en temps ordinaire, la prérogative rétablissait momentanément le prince moderne dans ses habits du passé. Pour Locke, c'est au nom de la justice et du bien commun qu'était justifié l'accroissement exorbitant et précaire de l'exécutif. Bien commun et justice dont c'était in fine au peuple de reconnaître l'authenticité en donnant son consentement implicite à l'action entreprise. Consentement politique et non pas juridique, d'ordre négatif, puisque ce consentement, pour Locke, ne se manifestait que par l'absence de révolte. C'était donc par cette capacité, selon sa formule très souvent citée, d'en appeler au ciel, que, c'est-à-dire d'agir en se référant à un droit naturel de révolte et de résistance, que l'état d'exception trouvait seulement sa limite chez lui. Et faute d'avoir pensé l'exécutif, Locke ayant fait exception, mais ayant ramené la vision de l'exécutif à une conception médiévale du salut public, disons, les modernes s'avéreront incapables de vraiment constitutionnaliser l'exception. C'est du même coup, d'un point de vue purement finaliste politique, qu'ils aborderont de fait la gestion des circonstances exceptionnelles, avec tous les dérapages autorisés par les invocations du salut public, du rétablissement de l'ordre, de la sûreté de l'État ou de la sauvegarde de la société. Et si la Constitution américaine a fait référence à ces circonstances pour évoquer de façon d'ailleurs très vague la possibilité de pouvoirs spéciaux, et si la Charte de 1814 permettait au roi, en son article 14, de faire les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État, c'est un grand flottement qui a globalement caractérisé le XIXe siècle en la matière. Et la Constitution allemande de Weimar sera la première à en tirer les conséquences en essayant de constitutionnaliser cette exception. Alors que les constitutionnalisations, c'est une loi simplement, en France, la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, qui sera souvent citée, elle avait été votée à la suite de la tentative d'insurrection de juin 1849, dont Ledru Rollin avait été l'instigateur, et c'était donc une loi purement politique. Mais la première loi qui essaie véritablement de constitutionnaliser l'exception sera bien celle de l'article 48 de Weimar, avec les problèmes d'interprétation extensive que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et globalement, l'invocation du salut public servira souvent au XXe siècle, surtout à justifier des politiques répressives. Le continent latino-américain, avec les doctrines de la sécurité nationale, par exemple, ou, je ne rentre pas dans les détails, le cas colombien, étant des exemples parfaits de cela. La seule exception qu'il y aura de façon plus récente en Europe, ce seront les pays européens qui seront sortis de la dictature. La Grèce, l'Espagne et le Portugal
porteront en effet beaucoup d'attention dans les années 70 à adopter des mesures constitutionnalisant l'exception. Pensons justement que si ces pays étaient devenus des dictatures, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de pensée de l'exception. C'est un fait significatif à rapporter. Et tous les grands auteurs qui ont réfléchi sur l'exception dans la période relativement contemporaine l'auront en fait à travers une recatégorisation des formes de la dictature romaine. Si vous prenez les deux livres clés, La démocratie constitutionnelle de Carl Friedrich et le Constitutional Dictatorship de Clinton Rossiter, au fond, leur développement seront une sorte de mise en forme des 5 éléments constitutifs de la dictature romaine que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ce qui fera exception au XXe siècle, c'est évidemment le fait que l'exception se manifestera sous les formes de la guerre, mais que l'exception va aussi, pour la première fois, commencer à être théorisée comme vérité du pouvoir exécutif. Et ce sera évidemment l'œuvre de Carl Schmitt qui entreprendra de considérer de cette façon-là l'essence du pouvoir exécutif. Dans sa théologie politique, dans la partie qui est de 1922, Carl Schmitt écrit de façon fameuse « Est souverain celui qui décide de l'état d'exception ». Et effectivement, cette formule a exprimé de façon radicale une vision décisionniste du politique en rupture avec les idéaux traditionnels du gouvernement représentatif. Et cette vision avait une longue histoire avant que Schmitt s'en fasse le héros. Elle avait d'abord nourri le vieil imaginaire absolutiste du roi de guerre, avec les évocations de puissances sacrées et inspirées dont il était l'icône. Elle avait été aussi au cœur de la rhétorique contre-révolutionnaire. De Joseph de Maistre à Donoso Cortés, les turiféraires de cette vision contre-révolutionnaire n'avaient ainsi cessé de vilipender les faiblesses et les naïvetés du monde libéral-démocratique, accusé d'ignorer la vérité tragique de la condition humaine, de ces moments d'épreuve radicale, ainsi que d'ignorer les conditions du commandement des populations. Cette rhétorique, il faut le souligner, avait aussi trouvé son double inversé dans une certaine radicalité ultra-révolutionnaire. En 1793, les hébertistes en avaient donné le ton en dénonçant Robespierre comme un parloteur intarissable, auquel ils opposaient les vertus de l'action directe. Et toute une tradition de l'ultra-gauche, dont Blanqui sera longtemps la figure tutélaire, maintiendra vivante cette haine des discours et du parlementarisme, en appelant à leur substituer l'efficacité immédiate de l'insurrection. Pour Blanqui, c'est dans cette insurrection que la souveraineté du peuple s'exprimait pleinement, s'exprimait comme puissance originaire, force directement agissante, pouvoir sans forme, qui résolvait de la sorte la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection qui en venait d'ailleurs, chez Blanqui, à se confondre avec le peuple lui-même, forme politique et figure sociale, s'épousant en elle parfaitement. Cette insurrection incarnait donc pour lui l'idée démocratique débarrassée de ses contingences menaçantes. Elle était la solution enfin trouvée aux apories de la souveraineté du peuple. L'action politique était ainsi appréhendée par lui uniquement comme une énergétique. Et il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer le parlementarisme et l'opposer à cette vérité de l'action unique. Les parlementaires qui n'étaient pour lui, je cite Blanqui, que des artistes de la parole. Il critiquait la peste parlementaire et parlait du désastreux prestige des assemblées délibérantes. Ces accents se retrouveront d'ailleurs ensuite à gauche dans l'univers marxiste-léniniste. Pour Lénine également, la politique avait comme élément central la force, d'où sa vision du Parti communiste comme une organisation militaire constituée comme une phalange combattante. Et on le sait, il manifestera à plusieurs reprises pour cela son admiration pour la façon dont Clausewitz avait simultanément redéfini la guerre et la politique. Et le parti, disait-il, n'avait surtout pas
à se transformer en club de discussion, comme il le disait. Et Lénine brocardera de façon très permanente, à partir de 1917, ce qu'il appelait les salauds d'intellectuels bons parleurs et la vaine agitation hystérique de ceux qui faisaient part de leurs doutes et de leurs interrogations sur les questions de tactique autant que de programme. Il y avait chez lui une véritable haine de la parole. Il fallait à ses yeux exclure la parole du combat politique, la discussion du combat politique, car elle portait structurellement dans ses flancs les germes d'un affaiblissement. Elle invitait aux échanges, à la réplique, voire à la possibilité d'une conversion à une autre parole, jugée argumentée et convaincante. À la discussion, qui est toujours le risque de changer de position, il fallait donc pour lui imposer le mot d'ordre qui appelle immédiatement à l'action, qui invite à l'adhésion sans phrase et qui seul doit régner. Il faut avoir en tête toute cette histoire intellectuelle et complexe et politique complexe de l'antiparlementarisme et de la critique de la délibération pour situer l'œuvre de Carl Schmitt et comprendre aussi la résonance de ses écrits dans des cercles aux opinions totalement opposées. Le propre de son œuvre est en effet d'avoir réintégré le plus vif de tous ces éléments dans une théorie réactionnaire radicale de la politique et du pouvoir exécutif. La théorie du politique de Carl Schmitt, qui fonde toute son œuvre, ne peut être comprise qu'en étant resituée dans sa vision du monde, structurée par une forme d'intégrisme. Dès sa période de formation, il avait ainsi été marqué par la relecture de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre, comme il le montrera en 1919 dans un de ses premiers ouvrages, Politische Romantik. Il retiendra de ces auteurs contre-révolutionnaires leur rejet d'une modernité ayant perdu le sens du tragique et de la fragilité de la condition humaine. Et à rebours du credo optimiste et progressiste fondant le culte des droits de l'homme et l'idéal démocratique, Schmitt partagera avec Joseph de Maistre une conception providentialiste et pessimiste du politique. Et c'est sur ce terrain d'ordre moral et anthropologique que s'est très tôt enracinée son aversion pour la pensée libérale et la façon dont elle avait façonné le monde au XIXe siècle. Dans un livre retraçant, en le résumant sur ce point le fil conducteur de sa pensée, la notion de politique, il fera le procès du caractère antipolitique de ce libéralisme, dont l'ambition était à ses yeux bornée, je le cite, à l'organisation routinière de la société civile, oubliant du même coup que l'état de nature n'avait jamais cessé d'imposer son incontournable et dure réalité, celle du conflit et de la lutte pour l'existence. C'était donc pour Schmitt à une prise en compte des vérités dérangeantes de la nature humaine, marquée par sa chute originelle, qu'il fallait retourner pour penser le politique, et comprendre ce politique comme fondamentalement structuré par le rapport de l'ami et l'ennemi, et qui trouvait de la sorte sa vérité dans l'épreuve de la guerre. Cette aversion philosophique et anthropologique pour le libéralisme, c'est-à-dire la discussion, se prolongera chez lui par une critique radicale de cette institution parlementaire qui en fera le grand adversaire intellectuel du régime de Weimar. Il ne s'agissait pas simplement pour le Schmitt de dénoncer les dérives et les turpitudes d'un système, comme il était courant de le faire alors partout en Europe. Le problème n'était pas d'abord pour lui de stigmatiser le repli sur eux-mêmes, voire la corruption de politiciens qui auraient perdu le sens de l'intérêt général. Il était plus profondément de faire le procès de l'essence même du parlementarisme. Et c'est là encore un auteur qu'il a beaucoup cité, puisqu'il a consacré plusieurs essais à lui, Donoso Cortés, qu'il empruntera un certain nombre de ses formules. Donoso Cortés, celui qu'on appelait le Joseph de Maistre espagnol, et dont l'essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme de 1851 a été le bréviaire des milieux contre-révolutionnaires européens au XIXe siècle. On pouvait lire dans ce texte notamment que l'homme est né pour agir et que la discussion perpétuelle qui est incompatible avec l'action est contraire à la nature humaine. Et Schmitt trouvera ainsi dans l'ouvrage
une critique de la bourgeoisie libérale, c'est les termes qui sont empruntés par Nuno Cortés, la bourgeoisie libérale comme classe discutante. Et c'est cette idée qu'il approfondira et systématisera dans Parlementarisme et démocratie. L'essentiel dans le parlementarisme, soulignera-t-il, est l'échange public d'arguments et de contre-arguments, les débats publics et la discussion publique, le fait de parlementer. Mais c'était là justement pour lui le point faible du système, pour une double raison. Épistémologique et métaphysique d'abord. La conception délibérative de la démocratie libérale étant fondée sur l'idée que, je le cite, le Parlement est le lieu où les parcelles de raison disséminées parmi les hommes et inéquitablement distribuées entre eux se rassemblent et se portent publiquement au pouvoir. L'essence du libéralisme, dira-t-il encore, est la négociation, les demi-mesures conservatoires, avec l'espoir que la confrontation décisive, le combat sanglant, celui qui fera la décision, puisse se muer en débat parlementaire et être éternellement remis grâce à une éternelle discussion. Conception fondée sur un relativisme à ses yeux coupable. Car, disait Schmitt, par rapport à la vérité, cela signifie qu'on renonce à un résultat définitif. Et voilà la première critique fondamentale pour lui du parlementarisme, c'est que le parlementarisme est fondé sur une culture du compromis. Le parlementarisme n'est pas fondé sur une reconnaissance qu'il y a une vérité. Et Schmitt se situe là totalement aux antipodes de son contemporain, l'autre grand juriste de la période, pourrait-on dire, Hans Kelsen, autrichien mais de langue allemande. Kelsen, au contraire, pour qui la vertu de la démocratie est au contraire d'être fondée sur la reconnaissance qu'il n'y avait pas de vérité dont un individu ou un groupe pourrait se prétendre le détenteur. Kelsen qui avait fameusement écrit, je le cite, « Il existe une certaine connexion entre la conception métaphysico-absolutiste du monde et une attitude favorable à l'autocratie, tandis qu'il y a une connexion entre une attitude favorable à la démocratie et une conception critique relativiste du monde. » Alors que pour Schmitt, comme pour Cortés, il y avait bien au contraire une vérité qu'il fallait reconnaître et servir, en faisant fi de la cacophonie des opinions. En même temps que discuter d'opinions radicalement divergentes ou d'intérêts fondamentalement contraires n'avait aucun sens dans cette vision. En effet, ces opinions ou ces intérêts ne pouvaient faire qu'une chose, se combattre. Il fallait qu'il y ait un gagnant, il fallait qu'il y ait un perdant. La vision délibérative de la démocratie libérale avait en outre un défaut essentiel pour Schmitt. Elle reculait devant l'idée d'un engagement fort dans les domaines les plus vitaux de l'expérience humaine, en matière de religion et en matière de constitution de l'identité collective. Il écrit « Il est dans la nature du libéralisme bourgeois de ne pas choisir son camp dans tous ces combats essentiels. » Pour lui, cette vision était largement atteinte d'une infirmité du même coup en matière d'action, en secondarisant structurellement la question de la décision et en étant incapable de donner la place centrale qu'il convenait d'attribuer aux circonstances extraordinaires dans un monde en effervescence. Les institutions libérales, pour Schmitt, avaient ainsi cantonné de fait leur validité au règlement routinier de la quotidienneté dans un monde apaisé, ce qui n'était plus la situation de l'Europe d'après 1918. Et toutes ces visions libérales, ces institutions libérales, conduisaient donc, pour Schmitt, à nier l'existence d'opposition vitale et présupposaient en fait que tous les conflits soient renvoyés à des malentendus qui pouvaient être levés dans la discussion, soit à des divergences d'intérêts qui étaient susceptibles d'être réglées par un bon compromis. Pour toutes ces raisons, tranchait Schmitt, une classe dirigeante qui place toute l'activité politique dans le discours, dans la presse et le Parlement, n'est pas à la hauteur d'une époque de lutte sociale. Il convenait donc à ses yeux de substituer
le principe politique de l'identité aux principes libéraux de la discussion et de l'équilibre. Il convenait de substituer le règne de la décision au règne de la norme. Cette théorie décisionniste et, pourrait-on dire, vitaliste du politique se prolongeait naturellement chez Schmitt dans une célébration du pouvoir exécutif, considéré comme le seul déterminant, parce qu'il était le seul actif, producteur d'effets immédiatement tangibles. C'est lui qui était la force d'historicité, l'agent de mise en forme du monde, et pouvoir exécutif qui ne révélait pour lui sa pleine nature que dans le moment de circonstances exceptionnelles. C'est en effet dans ce moment des circonstances exceptionnelles que la notion de décision apparaît dans toute sa pureté. Dans ces circonstances, soulignait Schmitt, la décision se libère de toute obligation normative. La décision devient absolue au sens propre, de même que dans le cas normal, le moment d'autonomie de la décision peut être ramené à un minimum. Dans le cas d'exception, la norme est réduite à néant. Les circonstances exceptionnelles ont de la sorte une fonction de révélation de l'essence du politique et de la nature du pouvoir exécutif comme exercice souverain de la décision. Cet exercice peut sembler prendre une dimension absolutiste, évidemment, et de nombreux commentateurs ont en effet souligné le lien entre décisionnisme et absolutisme, voire même un certain nombre de textes anciens de Bodin. Mais Schmitt a entendu résoudre cette aporie en inscrivant sa vision du politique dans la perspective d'une démocratie d'incarnation. Si le souverain est peuple, l'indivisibilité de la souveraineté et l'unicité de son exercice peuvent en effet être intégrés dans un type d'ordre qui peut se prétendre, au moins entre guillemets, démocratique. Alors que dans la vision libérale parlementaire, la démocratie est d'autant plus forte que le pouvoir exécutif est restreint. Elle pourra, à l'inverse, être considérée comme pleinement accomplie par la puissance de l'exécutif dans une perspective décisionniste identitaire. L'exaltation du pouvoir exécutif, sans surprise, s'est donc prolongée chez Schmitt dans une théorie de la dictature souveraine, alors que dans la dictature romaine, exemple type d'une dictature de commission, la déclaration d'un état d'urgence avait pour but d'instaurer un pouvoir temporaire, pouvoir spécial mais temporaire, destiné à maintenir l'ordre existant. L'auteur de la théologie politique va concevoir la dictature comme étant appelée à créer un ordre nouveau. Je le cite, « La dictature souveraine voit dans l'ordre existant pris dans son ensemble l'état de choses auquel elle entend mettre fin par l'action. Elle ne suspend pas une constitution en vigueur en vertu d'un droit fondé sur celle-ci, c'est-à-dire conforme à la Constitution. Elle cherche au contraire à instaurer l'état de choses qui rendrait possible une constitution qu'elle considère comme étant la constitution véritable. Elle n'invoque donc pas la constitution en vigueur, mais une constitution qu'elle cherche à établir. Et ce type de dictature était pour lui la forme accomplie du pouvoir exécutif, dans la mesure où les circonstances exceptionnelles auxquelles répond sa mise en place sont celles dans lesquelles l'État va révéler son essence et sa mission de production de l'identité. La guerre contre l'ennemi extérieur et la répression d'un soulèvement intérieur, écrivait-il en ce sens, ne sont pas des états d'exception, mais constituent le cas normal idéal dans lequel le droit et l'État déploient leur finalité interne avec une force immédiate. Cette dictature souveraine était-elle donc extérieure au droit, à la différence de la dictature de commission, clairement inscrite, elle, dans une constitutionnalisation de l'exception. Schmitt était tout de même un juriste. Donc, en tant que juriste, il ne peut pas simplement dire que l'on ne s'intéresse pas à la norme. Et Schmitt va boucler sa théorie d'une double façon, en ayant recours à une théorie du pouvoir constituant d'une part, et en proposant une reconceptualisation de la notion même de norme, ce qui est essentiel d'autre part. D'abord, en ayant recours à une théorie du pouvoir exécutif. Il sera là un lecteur attentif et enthousiaste de Sieyès. Il le cite à de nombreuses reprises, tant dans la dictature
que dans sa théorie de la Constitution. Et il a notamment lu les pages ardentes de Qu'est-ce que le tiers-État, dans lesquelles le Français montrait que le pouvoir constituant était le pouvoir radicalement créateur, était le pouvoir pure expression d'une volonté immédiate, la puissance absolument nue que rien ne contraignait. Avec le pouvoir constituant, notait en effet Sieyès, la réalité est tout, la forme n'est rien. Il est donc la volonté nationale pure, qu'on ne peut soumettre à aucune forme, à aucune règle. Et Sieyès distinguait par là un tel pouvoir extraordinaire, pouvoir constituant, du pouvoir constitué, qui consistait, lui, en l'exercice plus routinier de la souveraineté. C'était reconnaître sans détour la supériorité de la force constituante. Et Ulrich Preuss, l'un des pères fondateurs de la Constitution de Weimar, en parlera en ce sens comme de la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. Et s'il y a un point sur lequel Schmitt était d'accord avec Hugo Preuss, c'est peut-être le seul, c'était cette définition du pouvoir constituant. Mais alors que Preuss pensait le pouvoir constituant comme un pouvoir momentané, exceptionnel, eh bien Schmitt voudra en faire le ressort normal de la définition du politique. Pour lui, la nation restait en effet toujours libre de se donner des formes toujours nouvelles d'existence politique. Elle était l'informe qui donne une forme à partir de sa recherche d'identité. Et titulaire de ce pouvoir constituant, le peuple n'était pas une instance fixe, organisée. Il disait « le peuple perdrait sa nature de peuple s'il s'institutionnalisait pour un fonctionnement quotidien et normal. Si le peuple est force vitale, puissance inorganisée et qui donc ne peut être dissoute, il est au-dessus de toute institutionnalisation et de toute normation. C'est donc dans l'exception que ce peuple et ce pouvoir exceptionnel se manifestent avec évidence dans sa vérité de pouvoir créateur, dans sa vérité de souverain. Exception de nature de fait révolutionnaire, mais dans lequel le peuple ne peut se manifester, non pas sous une forme organisée, mais sous la forme du rejet ou de l'approbation, d'où sa théorie de l'acclamation. Le peuple étant celui qui acclame ou rejette un moment révolutionnaire. Et c'est lui, justement, qui se fera le théoricien de cette acclamation dont le Troisième Reich se fera évidemment le modèle. Cette dictature était donc bien différente de la dictature romaine. Elle ne pouvait être a priori pensée comme une forme. Elle était, il faut bien voir à quel point la théorie de la vision de Carl Schmitt, et lui-même a dit fameusement que tous les concepts politiques modernes étaient des concepts théologiques sécularisés, mais lui, sa vision religieuse sera essentielle. Il dit, au fond, il faut le comprendre sur le mode du miracle. Et il a longuement médité et longuement commenté les passages de Soirée de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre qui ont été consacrés justement au miracle. Et la revalorisation du pouvoir constituant dans ces circonstances exceptionnelles renverra bien sûr à une célébration de la décision. Mais cette apologie ira chez lui bien au-delà des pensées politiques qui accordent une place centrale aux antinomies les plus aiguës de l'action, comme Machiavel par exemple ou comme Max Weber. Il va en effet jusqu'à considérer que la production des normes décisives procède toujours d'une décision. Et c'est là, pourrait-on dire, la clé de voûte de son œuvre. La clé de voûte de son œuvre qui se trouve dans le livre Le Nomos de la Terre. Dans cet ouvrage, il montre que le premier sens du mot nomos est déterminé par un partage, par le fait de prendre, qu'elle signifie partager au sens d'une action qui a le but de distribuer et de partager. La norme, et il le rapporte, à la nécessité de partager un territoire. Donc la première norme, le nomos de la terre, c'est cela, c'est le moment où la terre se partage. La terre se partage et crée des identités. Et donc, la norme n'est pas un texte de droit, la norme est une action collective
qui impose la vérité d'une collectivité. C'est cela le grand message qu'il y a dans le nomos d'RR2. Et pour cela, la norme, disait-il, elle procède d'une décision première dont elle enregistre le résultat. Ce n'est pas simplement dire que la norme est évidemment délibérée en commun, mais que c'est la norme, elle procède d'une action. Que l'essence de la norme, c'est de procéder d'une action. Et donc la différence entre le monde de la norme et le monde de l'action se trouve complètement effondrée par lui. Et que la norme a d'abord une dimension constitutive, une dimension active avant d'être régulatrice. La norme n'est pas simplement le pouvoir de la généralité. La norme, elle est d'abord l'institution de l'identité par le partage. Et les lois, au sens de la notion politique du terme, doivent donc de la sorte être comprises comme procédant d'une volonté concrète, d'un commandement, d'un acte de souveraineté. Et c'est bien sûr le cas des constitutions qui, selon sa formule, fixent la forme d'existence du peuple et, je le cite là encore, forment le présupposé fondamental de toutes les normations ultérieures. Et c'est donc bien de ces différentes façons que l'état d'exception était simultanément pour Schmitt le moment de réalisation de la souveraineté constituante du peuple et le moment du caractère essentiellement décisionnel de la politique. Et c'est donc dans l'interaction et la communion avec le pouvoir exécutif dictatorial que le peuple peut pour lui s'affirmer effectivement souverain et que sa volonté s'accomplit en rupture avec le système représentatif qui considère la production parlementaire des lois comme une expression de la volonté générale. On a donc, avec Schmitt, l'idée d'une exception qui redéfinit la politique elle-même. Et cette redéfinition, elle implique une sortie complète de la démocratie représentative, et si on veut encore employer le mot démocratie, ce qui serait sujet, bien sûr, à discussion, c'est au sens de l'adhésion à une politique de la décision souveraine. Et cette adhésion à une politique de la décision souveraine, eh bien là aussi, elle sera en quelque sorte illustrée par le régime hitlérien. On a donc là la deuxième figure limite, pourrait-on dire, d'une considération de l'exécutif, avec là un tour de force pour redéfinir la norme et pour employer, lorsqu'il continue à le faire, le terme de démocratie. Et la troisième manifestation sera celle que nous verrons dans l'heure suivante, sera celle d'une, au sens rousseauiste très classique du terme, d'une sortie de l'action de l'exécutif de la sphère démocratique, l'exécutif étant défini là comme l'ordre de la gestion administrative. Je vous dis à la semaine prochaine.